RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans De quoi je me mêle, vous le savez, votre rendez-vous de la tech du week-end, à la fois sur RMC le dimanche matin, mais aussi en podcast audio sur l'appli RMC dès le vendredi soir et en vidéo sur 01 TV, la chaîne sur les box, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01nettv.com. Je suis très heureux de vous retrouver avec un gros morceau 5G encore une fois, puisque vous le savez, ça y est, les opérateurs français lancent la 5G, après SFR, après Bouygues. C'est Orange qui a allumé quelques-uns de ses émetteurs. On en parlera avec le directeur de l'innovation d'Orange qui sera mon invité tout à l'heure, Michael Trabia. Puis je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez réagir. Le hashtag DQJMM sur Twitter et puis la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Et pour cette première partie de quoi je me mêle, bien sûr, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Emmanuel Paquette qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Et on est ravi de retrouver Gonzague d'Ambricourt. Salut Gonzague. Ça va. Gonzague, vous le savez, blogueur, passionné de nouvelles technologies, entrepreneur et qui vient aussi régulièrement dans De quoi je me mêle pour commenter l'actu. En plus, cette semaine, il est venu avec un petit casque pratique pour télétravailler dans de bonnes conditions. Si vous êtes tout comme nous, tout le temps dans des réunions Teams, Zoom ou je sais pas quoi, eh bien vous allez voir, là ça marche. Parce que parfois, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Avec ça, en tout cas pour le son, on peut régler les problèmes. On en parle dans quelques instants. Mais pour débuter l'actu de cette semaine, c'est Apple qui collectionne en ce moment les problèmes juridiques et notamment qui est poursuivi encore une fois en justice en Europe. Oui, alors cette fois, c'est effectivement une association de consommateurs européens qui demande 180 millions d'euros à Apple. Alors c'est sur une vieille histoire. L'histoire, c'est le battery gate, ce qu'on appelle d'Apple. Donc c'est sur les modèles S6, 6, 7 et SE de certains iPhones. Quand il y avait eu une mise à jour iOS, ça ralentissait effectivement le téléphone pour pas trop tirer sur la batterie. Et à l'époque, Apple n'avait pas averti les consommateurs que la mise à jour pouvait avoir un effet sur la batterie. Et du coup, derrière, le fait d'avoir caché cet incident fait qu'il y a des demandes un peu partout. Alors, ils ont dû payer les consommateurs américains. Il y a une nouvelle procédure même qui a été ouverte il y a quelques jours aux États-Unis. Et puis, dans différents pays européens, il y a eu des procédures en Italie, en France, en Angleterre. Et puis là, maintenant, c'est au niveau européen où on réclame 180 millions d'euros donc à la firme de Cupertino. Bon, alors 180 millions, c'est quoi ? C'est peut-être une heure de bénéfice d'Apple, non ? Enfin, je sais pas, j'exagère peut-être un peu. Pas loin, je pense. Ouais, mais c'est vrai que, ils ont déjà trinqué en Italie. Ils ont été condamnés, je crois, à quelques dizaines de millions d'euros pour le même problème. C'est étonnant parce que là, on pointe du doigt Apple sur un problème, j'allais presque dire d'obsolescence, mais finalement, c'est pas les plus mauvais en termes d'obsolescence. Apple avec les iPhones. En fait, tu vois, ce qui est compliqué, c'est que ça part à chaque fois. Ce qu'ils font, ça part souvent d'une bonne intention. Et ils se sont fait aussi remarquer récemment parce que leurs ordinateurs, les Mac, contactent les serveurs d'Apple à chaque fois que tu lances une app, etc. Ça a été assez controversé en termes de vie privée. Et là, le but du jeu, c'était de préserver effectivement ta batterie et l'autonomie de ton téléphone, certes en le ralentissant un petit peu, mais ça se partait d'une bonne intention. Et maintenant, dans l'OS, tu peux aller vérifier l'état de ta batterie et ils ont lancé un programme de changement de batterie qui était pas cher. Donc, ils essayent de corriger ce genre de choses, mais ils se font tomber dessus à chaque fois. Enfin, cela dit, là où ils ont peut-être fauté, c'est qu'ils auraient peut-être dû informer les gens avec cette mise à jour en disant, écoutez, on a remarqué des problèmes de batterie, on fait une mise à jour qui va peut-être faire baisser un peu les performances de votre téléphone, mais c'est pour votre bien. Enfin, je veux dire, Apple sait communiquer la plupart du temps. Et on vous laisse le choix, c'est aussi ça qui est assez important. Exactement. Quand tu es utilisateur et que c'est ton matériel, si on le change sans que tu aies la possibilité d'influer dessus, c'est pas très sympa. Bon, maintenant on peut. Voilà. En plus, ça a eu un effet un peu pervers, c'est que d'un coup on s'est dit, Apple nous cache des choses, c'est bizarre. Est-ce que Apple à nous aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. En effet. Mais c'est vrai qu'on pouvait se dire, ils essaient de réduire les performances des téléphones sans nous avertir, en quelque sorte. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de changer des millions de batteries aussi, parce que c'est vrai qu'en communiquant ouvertement le problème, il y aurait peut-être des gens qui auraient dit, écoutez, changez la batterie, mon téléphone a peut-être 2 ans, 1 an. Voilà, c'est ça aussi. En fait, c'est ça, effectivement, ce que tu disais sur le côté obsolescence, c'est que des gens, du coup, ont changé de téléphone, alors qu'ils auraient pu simplement changer de batterie. Et comme ils n'en avaient pas été informés, du coup, on a considéré que c'est une stratégie cachée d'Apple pour justement relancer les ventes des nouveaux terminaux qui arrivaient sur le marché. Donc, effectivement, le fait de cacher des choses, le manque de transparence ouvre quasiment à toutes les interprétations
complotistes ou toutes les théories possibles. Donc, je pense qu'une société a mieux fait quand même de communiquer ouvertement et dans la transparence plutôt que d'être pris à revers comme on le voit aujourd'hui. Exactement. D'ailleurs, suite à cette histoire-là, il y avait eu tout un programme de remplacement de batteries d'iPhone à des prix défiant toute concurrence. C'était etc. très intéressant. Voilà. Mais Apple avait été obligé de le faire parce qu'il y avait pas mal de class action aux États-Unis notamment. Exactement. L'actualité bouillante qui est tombée hier, eh bien, elle vient des US, Emmanuel, et c'est le service HBO Max qui envoie un signal et un séisme dans le monde du cinéma qui est quand même assez impressionnant. Oui, c'est pas une très bonne nouvelle pour les chaînes de salles de cinéma, les multiplex ou même les indépendants, puisqu'effectivement HBO appartient à Warner. Warner aujourd'hui, c'est des grands films qui sont attendus pour l'année 2021. Donc il y a Dune, pour ceux qui adorent Frank Herbert. On attend aussi Wonder Woman 1984 qui va arriver. Donc il y a des grands films comme ça qui vont arriver directement sur la plateforme de vidéo à la demande, en même temps que dans les salles de cinéma. Alors, aux États-Unis, pour l'instant, il y avait ce qu'on appelle un fenêtrage, c'est-à-dire qu'on sortait les films en salle et 3 mois plus tard, ça arrivait sur les plateformes. Là, ils cassent ce qu'on appelle la chronologie des médias aux États-Unis. Donc, c'est pas très bonne augure pour les salles qui souffrent déjà énormément aux États-Unis. Et ça ne concerne pas pour l'instant l'Europe, mais ça pourrait arriver dans un deuxième temps dans certains pays européens qui n'ont pas de chronologie des médias. Le pays le plus à cheval là-dessus, c'est la France. On a une chronologie quand même très stricte. Donc, on va voir si à un moment ou à un autre, le phénomène Warner va commencer à s'étendre en dehors des frontières. Parce que c'est vrai que c'est douloureux cette histoire, mais peut-être moins aux US, parce que comme tu le disais, les fenêtres sont beaucoup plus courtes. Ouais. Et alors qu'en France, par exemple, un Wonder Woman est obligé de sortir en VOD, je crois 3 ou 4 mois après sa sortie au cinéma. Donc ce sont des délais qui sont quand même plus longs. Et en SVOD, c'est 3 ans. Et en SVOD, alors sur les plateformes comme Netflix, etc., ou même la plateforme d'HBO, si elle arrive en France, ce sera 3 ans. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des salles de cinéma ? Pour l'instant, Gonzague. de toute façon, c'est vrai que si tu écoutes les gens autour de toi, ils n'ont pas forcément envie d'aller s'entasser dans des salles de cinéma, alors que c'est le meilleur moment puisque tu es forcément espacé, etc. Oui, donc il n'y a tu seras personne. pas collé par quelqu'un qui mange du popcorn. Non, blague à part, c'est vrai que c'est déjà une période qui est extrêmement difficile pour les cinémas et ça ne va pas les aider. Mais ce mouvement de films qui ne sont disponibles maintenant que sur des plateformes commence à exister parce que si tu penses à Netflix, eux, ils développent leur propre contenu, des séries, des choses qu'on n'aurait jamais vues au cinéma et qui ne vont pas créer d'audience dans les cinémas et des films qui sont pas forcément mauvais d'ailleurs. Mais ça dépend. Oui, d'où le pas forcément mauvais. C'est des choses qu'on n'aurait jamais vues dans un cinéma de façon traditionnelle. Et puis on va en rester encore confiné quelques temps. Pas complètement con comme démarche. Disney, HBO, quel va être le prochain là? C'est une bonne question. Alors il y a eu NBC qui avait Universal qui avait fait Box Troll 2. Ou les Trolls 2, pardon, pas Box qui était Troll, sorti en plein confinement, ça, et qui avait exclusivement sur Apple TV, il fallait payer, je crois. Oui, c'est ça, il y avait effectivement un premium à payer, et ça avait été un très très bon succès commercial pour Universal. Donc il y a eu ce précédent-là, c'était même le premier, à vrai dire. Alors les Trolls, c'est pas un grand film Troll aussi. 2. Les Trolls 2. Il y a eu Mulan aussi. Oui. Alors il y a eu Mulan chez Disney, et il y a Soul qui devait sortir, donc le prochain Pixar, qui devait sortir en salle. Et qui sort directement sur la plateforme de Disney, et dans le monde entier. Et dans le monde entier, y compris la France. Et regarde, Apple TV, ils avaient racheté un film de Tom Hanks et ils l'ont diffusé uniquement sur cette plateforme, je crois. Et au début, il avait gueulé contre Apple, puis finalement, il dit merci beaucoup. Ah oui, parce que ça a été un des gros titres de la plateforme Apple TV, plus qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Donc effectivement, c'était un très bon coup. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que touchons du bois, espérons qu'en 2021, on sorte de toute cette mouise, de tout ce marasme, et qu'on puisse ressortir, qu'on puisse retourner au cinéma. Est-ce que ça reviendra comme avant ou est-ce que finalement cette crise, cette épidémie aura profondément changé les choses en matière de distribution et de projection de films? Je pense que ça va définitivement changer, modifier les choses, parce que c'est une fois qu'on a cassé la chronologie, pour y revenir, c'est compliqué. Ce qui m'étonne, c'est que les salles de cinéma américaines ne montent pas plus au créneau. Il faut dire qu'elles sont moribondes. Elles sont moribondes, elles sont tenues grâce à des prêts effectivement bancaires, elles sont tenues à la gorge. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en plus la loi avait été modifiée pour permettre maintenant aux majors, donc du cinéma, de racheter des salles de cinéma, ce qui était interdit jusqu'à maintenant. Et au moment où la loi est modifiée, le coronavirus arrive et il n'y a plus aucun intérêt pour les salles de cinéma, pour les majors, d'acheter des salles. Donc effectivement, et je pense que la grande résistance, ça sera en Europe, et notamment la France.
quand vous voyez que ce James Bond qui devait sortir en avril dernier a été repoussé en novembre et qui là maintenant est reprogrammé 1 an après sa sortie, vous vous rendez compte? Ça s'est jamais vu. Non. C'est dingue. Il faut savoir qu'il y a quand même une pression parce que c'est du cash qui a été avancé par les studios généralement et normalement ils doivent rembourser ce cash à des banques. Donc plus ils retardent la sortie, plus ça leur coûte. Ils payent des intérêts, un peu comme vous quand on retarde un paiement d'une échéance. Donc ça leur coûte extrêmement cher. C'est pour ça que de temps en temps, ils veulent essayer d'envoyer quelques titres directement à SVOD pour essayer de retrouver un peu d'argent. Mais James Bond, qui est on va dire une machine à cash pour... Alors c'est plus Sony Pictures maintenant. Sony est toujours distributeur. C'est toujours... mais c'est la MGM, toujours. C'est la MGM. Voilà, je pense qu'ils se sont posé la question parce que je crois qu'Apple, à un moment précis, voulait racheter en fait carrément James Bond et le dernier James Bond pour le diffuser sur Apple TV. Mais au moins on pourrait le voir. Ça serait pas mal parce que là c'est frustrant, tu vois les bandes annonces, tu vois les machins. Mais c'est dingue. Et puis vous vous rendez compte là, pour éviter le piratage, il y a des copies de James Bond qui traînent. Ça doit être terrible quand on sait que évidemment il y a plein de. Alors les studios demandaient a priori 600 millions pour donner le James Bond. Donc 600 millions. Parce que pour amortir les 600 millions. Ils projettent de gagner au moins 600 millions en le sortant en salle. Je pense. En fait, c'est ça. Bon. On verra bien tout ça, comment ça va se tramer en 2021. On enchaîne avec la 5G. Tout à l'heure, je recevrai le directeur de l'innovation d'Orange qui viendra nous présenter en fait l'arrivée de la 5G en France. Mais Orange n'est pas le premier. SFR a tiré le premier à Nice il y a quelques jours de cela. Et il y a Bouygues Télécom aussi. Oui. Et Bouygues qui, à peine la 5G lancée, casse les prix. Oui, alors casse les prix sur un forfait sans engagement. Ouais, mais enfin... on ouvre la faille. On ouvre, exactement. Donc, c'est un forfait BNU avec 130 gigas, donc c'est quand même pas mal, pour 24,99. Alors, c'est limité dans le temps jusqu'au 16 décembre. Donc, il faut regarder, c'est en tout petit, j'ai vu. Donc, bon, ils ouvrent un peu la porte, mais pas trop non plus. Oui. Je pense qu'ils testent le marché aussi pour voir. Ouais, puis ils attendent Free, en fait. Je pense qu'ils se laissent tous le moyen de s'adapter à Free au cas où Free vienne tout péter. Donc, je pense que, voilà, tout le monde tente. Mais ce qui est marrant du côté de Bouygues, c'est qu'effectivement, eux sont les plus agressifs. Alors, tu pourras poser la question à Michael Tremblay tout à l'heure, mais Orange, par exemple, ne propose pas de 5G sur Soch, par exemple, qui est leur offre entrée de gamme. C'est que du haut de gamme aujourd'hui, enfin, plutôt haut de gamme, sur des forfaits importants, justement pour réengager les gens avec des téléphones 5G à la période de Noël, qui est une période extrêmement importante pour les opérateurs. Voilà, donc on le voit, même si ça arrive sur des forfaits low cost, on sent que les opérateurs veulent pousser la 5G. Et alors moi, ce que j'avais compris, mais peut-être mal, chez BNU, c'est qu'il y avait une option à 3 € qui permettait de l'ajouter à peu près n'importe quel forfait. Alors pas tous, mais certains, voilà. Effectivement. Ouais. Et sur un autre forfait qui n'est pas BNU, qui a 20 gigas, 20 par mois, mais c'est vrai que c'est agressif. Bon, maintenant, il faut un terminal compatible, donc ça, c'est pas encore la majorité du parc. Il commence à y en avoir plus de 20, une trentaine quasiment. Non qui sont disponibles, mais dans les mains des gens, c'est une autre... Ouais, on va voir. Et Free, on a des rumeurs ou quoi? J'ai posé la question, je vous dirai pas ce qu'on m'a répondu. Pourquoi? En gros, en off, Emmanuel, on sait que toi, j'allais dire, t'as ton rond de serviette, mais bon, le rond de serviette en ce moment, c'est un peu compliqué. Où est-ce qu'on en est? Free, alors, j'ai posé la question à Xavier Niel, qui m'a répondu, je ne vais pas donner cette information à un salarié de l'actionnaire dont l'actionnaire est SFR. Voilà. Parce que l'Express est détenu à 49%. Donc il croit pas à notre neutralité journalistique. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Bon, d'accord. C'était un clin d'œil. Je pense qu'ils voulaient surtout pas. Ils veulent pas déflorer les éléments. Voilà, ils veulent. Au moment où ils vont le lancer, je pense qu'ils vont communiquer auprès de leurs abonnés, mais pas auprès des journalistes. On verra bien. On enchaîne avec TikTok, Emmanuel. TikTok qui teste des vidéos un petit peu plus longues, voire plus longues quand même. Beaucoup plus longues. Puisque là, on passerait à 3 minutes. Voilà, alors c'est un test pour l'instant. Je pense que ça pourrait te plaire. Alors, je ne suis pas sur TikTok, mais... Non, mais justement, alors le but, c'est que pour les blogueurs, pour avoir un peu plus de temps, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est 60 secondes, là, on passe à 3 minutes. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, des gens qui peuvent faire des tests, 3 minutes, alors il faut aller vite quand même. Mais un test très rapide. C'est un test très rapide. Ou des tutos, par exemple, plus le faire sur TikTok. L'idée, c'est de permettre de faire émerger un peu plus de modèles économiques autour de la plateforme, parce que là, 60 secondes, c'est un peu rapide. Paradoxalement, c'est ce qui fait aussi le succès de TikTok, c'est qu'on puisse switcher assez vite. Mais c'est toi le spécialiste. C'est ça qui fait que les gens consomment du contenu dans des proportions qui sont dingues. Et je pense qu'ils sont un peu mis à mal par Instagram, qui a lancé les Reels, qui avait déjà évidemment les vidéos où il y avait beaucoup moins de limites de temps. Et puis, on parle de YouTube aussi derrière, qui est quand même aussi un concurrent intéressant. Et YouTube qui devient de plus en plus insupportable parce qu'il y a maintenant tellement de publicité. Mais c'est dingue. Et que comme à chaque fois que tu te connectes, il te pousse de t'abonner à
YouTube Premium. Je crois qu'il y a un vrai malaise face à ça. Et TikTok, c'est assez marrant. Je connais des gens qui n'auraient jamais été sur ce genre de canaux pour publier et qui aujourd'hui ont 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Tu te dis, incroyable. Mais quel type, c'est quel type de... Voilà, c'est un mec qui parle de la mode, qui est blogueur mode à l'étranger, donc il parle pas français, mais qui a 1 million d'abonnés sur TikTok. Tu te dis, mais comment? Ouais, c'est dingue. Et qui était devenu un peu has-been et qui s'est complètement repris de... Oui. a repris pied. Ça permet aussi de recréer des personnalités, en tout cas, ou des postures sur un nouveau réseau social. D'ailleurs, en parlant de has-been, on a certains de nos politiques qui essayent de se mettre sur TikTok. Avec plus ou moins de Je crois que c'est pas un avec succès, plus ou moins mais de succès, d'ailleurs. Et toi, tu vas y aller ou... Non, en fait, moi, mon travail, c'est pas que de produire du contenu. Mon boulot, c'est vraiment plutôt de faire de l'informatique pour les entreprises. Donc, j'ai grand plaisir à être sur Twitter, où il y a un échange d'ailleurs qui est quand même particulièrement prolifique, et à faire des vidéos sur YouTube. Mais tout ça, ça prend du temps. Et ajouter un canal de plus, c'est encore du temps. Ouais. Mais juste, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur cette flambée de la pub sur YouTube. Je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, Emmanuel, mais on se retrouve avec des programmes saucissonnés. Alors, voilà. Des 30, 40, 50, 1 minute de pub avant de pouvoir regarder notre vidéo. Et c'est bizarre parce que je fais le parallèle avec l'arrêt bientôt de Google Photos, en tout cas l'arrêt gratuit de Google Photos. Est-ce que Google, on le voit, devient de moins en moins généreux parce que ça leur coûte tellement d'argent qu'ils veulent peut-être arrêter l'hémorragie? Je suis pas certain que ça leur coûte vraiment d'argent. En revanche, ce qui est sûr, c'est que YouTube, en termes de chiffre d'affaires par rapport à Google, le moteur de recherche, c'est peanuts. Donc en fait, la croissance en termes de chiffre d'affaires publicitaire, elle est aujourd'hui plus sur YouTube que sur Google, où en plus, aujourd'hui, Google est quand même sous l'œil de toutes les autorités de régulation de la planète. Donc, en revanche, YouTube, il y a encore quand même pas mal de choses à faire, notamment basculer sur du premium dont tu parlais. C'est vrai que passer sur YouTube Premium, on reçoit tous des sollicitations à chaque fois qu'on se connecte quasiment. Et ça marche. Moi, j'ai des amis qui sont passés à YouTube Premium, qui sont prêts à payer 10 € pour ne plus avoir de pub et pour écouter la musique, parce que finalement, ça remplace aussi un Spotify. Si tu y passes du temps, ça les vaut. Ça a du sens. Déjà, parce que c'est pas complètement nul de rémunérer les créateurs qui peuvent bosser sur la plateforme. Et d'ailleurs, en parlant de rémunération, maintenant, ils vont aussi rendre obligatoire la monétisation des chaînes. Tu pourras plus avoir une chaîne pas monétisée, qui était quand même pratique. Oui, on voit qu'ils essaient de racler les fonds de tiroir. Et si on parle côté business pour Google, parce qu'on peut effectivement réfléchir à tous les endroits où ils commencent à grappiller de l'argent, avant dans ce qui s'appelle G Suite, qui maintenant s'appelle Google Workspace, qui est en gros d'avoir la messagerie et les outils collaboratifs hébergés par Google. Avant, ils avaient une offre assez accessible en illimité en stockage. Maintenant, c'est marqué 2 Tera. Par l'utilisateur. Avant, il n'y avait pas de limite. Donc partout là, ils sont en train de dire oh là là, zut, ça abuse. Et oui, le cas le plus flagrant, c'est Google Photos, qui a arrêté l'illimité en termes de stockage de photos, qui était quand même C'était une belle offre. C'était une belle offre, voilà. On enchaîne avec un gros chèque que Salesforce a fait pour racheter Slack, Emmanuel. Oui, 27 milliards de dollars. Alors, c'est une des plus grosses acquisitions de ces dernières années. La précédente, c'était, pour ceux qui connaissent, je pense que Gonzague le connaît, c'était Red Hat qui avait été racheté par IBM pour 35 milliards de dollars. Là, on est vraiment dans du Linux, on n'est pas vraiment dans du grand public. Là, Slack, effectivement, c'est la messagerie plutôt entreprise d'outils collaboratifs, mais que les gens peuvent utiliser notamment sur smartphone, qui manquait un peu à Salesforce, qui avait son propre système qui s'appelait Chatter, qui a été créé en 2010, mais qui en fait n'a jamais vraiment conquis les entreprises. Donc l'idée, c'est avec Slack, c'est de pouvoir fournir cette brique en plus, et surtout d'essayer d'aller gratter Zoom, qui a explosé pendant cette année, et puis Microsoft Teams. D'ailleurs, Slack avait attaqué en justice, avait saisi la Commission européenne contre Microsoft, en disant, vous donnez Microsoft Teams gratuitement dans le package Office 365 avec Outlook. Donc en fait, c'était quelque chose de gratuit, alors que Slack en vit. Donc ils disaient en fait, ils veulent notre peau. Donc paradoxalement, eux, ils vont être intégrés probablement gratuitement dans Salesforce. Donc ils vont répliquer la même stratégie que Microsoft. Je pense qu'on les entendra peut-être un peu moins se plaindre au niveau de la Commission européenne. Mais en tout cas, bon voilà, on voit que l'idée, c'est d'attaquer le marché entreprise et du télétravail qui, aujourd'hui, va probablement durer perdurer au-delà de la pandémie. Mais c'est vrai que Slack, on en a beaucoup moins entendu parler pendant le confinement que Teams, que Zoom. Ouais. Alors, en fait, on en entend moins parler parce que c'est aussi déjà très installé dans beaucoup d'entreprises. Donc, c'était pas vraiment l'effet de nouveauté. Et après,
Teams avait l'avantage de mélanger beaucoup de fonctions de chat, de partage de documents, de visio. Et je pense que sur ça, ils ont carrément tiré leur épingle du jeu, alors qu'il y a beaucoup d'imperfections. Et l'intégration avec Outlook et Office 365, que beaucoup de salariés possèdent de par leur entreprise. En fait. Moi, j'ai besoin de ton aide, Emmanuel, d'explications pour comprendre pourquoi 27 milliards de dollars, c'est incroyable comme somme, alors que c'est une entreprise qui n'a pas un chiffre d'affaires faramineux. Non, qui fait des pertes. Qui fait des pertes de quasiment 3/4 de son chiffre d'affaires chaque année. Et tu te dis, mais comment on valorise aussi cher ? Est-ce qu'il y a une bulle de malade ? Je pense que de ce qu'on comprend, en tout cas, c'est que Salesforce, la croissance était en train de se tasser un petit peu, alors que Slack avait quand même, malgré tout, une croissance supérieure à celle de Salesforce, et même s'il faisait encore des pertes. Donc l'idée, c'est on achète de la croissance avec Slack. On surfe sur la croissance de Slack. Donc on n'achète pas le Slack d'aujourd'hui, on achète le Slack de dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc c'est un pari. C'est coûteux comme pari. C'est coûteux, et d'ailleurs, comme tu dis, visiblement, tu n'es pas le seul à pas trop y croire, puisque le titre Salesforce a baissé en bourse à la suite de cette annonce. Donc ça veut dire que les marchés y croient moyennement, surtout avec cette valorisation de 27 milliards qui est juste monstrueuse, parce que Slack avant coûtait 17 milliards en bourse. Alors, juste pendant que vous parliez, je regardais un petit peu sur Google parce que j'étais curieux de savoir combien il y avait d'utilisateurs de Slack. Il y a 12 millions d'utilisateurs actifs par jour. Oui. Ça, c'était en 2019. Donc, on peut imaginer quand même que voilà, c'est ça qui a, à mon avis, valorisé en fait cette boîte. C'est que, pour Slack, d'un coup, ça permet vendu 27 milliards, ça fait cher l'utilisateur quand même. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de gratuits. Oui, et la plupart, j'imagine, sont des utilisateurs gratuits. En effet, on enchaîne avec Huawei qui continue de s'enliser en Europe. Oui, effectivement, là c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui a demandé aux opérateurs de ne plus installer d'antennes Huawei à partir du mois de septembre prochain. Donc c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu dans les autres pays, en tout cas européens. Donc c'est une pression supplémentaire parce que le Royaume-Uni estimait que, en gros, les opérateurs britanniques avaient mis de côté des antennes, là en ce moment, et allaient continuer à les déployer dans les années à venir. Donc l'idée c'était, vous n'allez pas nous la faire à l'envers. On arrête dès maintenant. Si vous avez des stocks, vous les placez maintenant, mais à partir de septembre, c'est fini, plus de commandes. Ouais. Et en France, on en est où alors ? Parce qu'on sait que des opérateurs comme Bouygues et SFR demandent de l'argent à l'État pour démonter en fait tout ce matériel Huawei. Alors ils ont plusieurs années pour le faire. Ils ont jusqu'en 2028. 2028. On en est où ? Ça avance là ou pas ? Alors il y a eu une saisine du Conseil d'État qui a considéré que les demandes d'SFR et de Bouygues étaient légitimes et a transmis la question au Conseil constitutionnel. D'accord. Donc le Conseil constitutionnel va donner son avis d'ici au plus tard au mois de février. Et s'ils disent que les opérateurs sont dans leur bon droit, ça peut vouloir dire que la loi anti-Huawei va devoir être potentiellement réécrite et surtout mettre en place une indemnisation. Alors moi j'ai eu le montant de l'indemnisation demandé en tout cas par Bouygues et SFR, c'est 2 milliards, donc un peu plus d'1 milliard pour SFR, un peu moins pour Bouygues Télécom, sur les 8 années de remplacement des antennes, avec les coûts que ça peut induire, puisqu'il y a les coûts éventuellement pour les consommateurs. Au moment où vous changez toute une région, il peut y avoir des problèmes sur la 4G, sur la 3G. Bien sûr. Donc tout ça, ils l'ont mis aussi là-dessus, plus les retards pris par rapport à Free et Orange, qui eux n'ont pas de Huawei, en tout cas très peu pour Free, en France. Donc ils n'ont pas grand-chose à désinstaller, voire rien du tout. Bon. Ce qui est bien avec Emmanuel, c'est qu'on lui pose n'importe quelle question sur l'économie et les télécoms, il y répond. Très bien, viens plus souvent. C'est formidable. Non, mais c'est vrai qu'on est dans un moment pivot avec la 5G et c'est hyper compliqué pour les opérateurs. T'imagines, tu as pensé ton système pour marcher avec une marque, parce qu'en vrai, ils ont tous leurs spécificités. Et là, tu dois démonter, reconfigurer, organiser éventuellement la cohabitation des systèmes. Racheter très du matériel. Ouais, racheter dans une période qui sera du coup peut-être pénurique et où les autres constructeurs pourraient dire hey. Il n'y en a plus que 2, donc effectivement, ils peuvent être tentés de monter les prix. On va monter les prix. C'est très intéressant. On va terminer avec un petit test d'un petit produit. Gonzague, t'es venu avec ce petit micro-casque. Alors pourquoi en parler ? Parce que c'est un peu télé-shopping, mais... on l'évoquait tout à l'heure. T'es pas mal en télé-shopping. Alors voilà, découvrez aujourd'hui. Non, on m'a prêté ce casque Logitech qui s'appelle Zone Wired. Ça se trouve aux alentours de 120 €. C'est un casque USB-C, USB-A. Donc tu as un petit adaptateur au bout qui en fait est compatible avec toutes les solutions de visio, bien sûr, est-ce qu'il est reconnu nativement sur PC, Mac et même sur l'iPad. Et tu as un petit bouton ici qui va permettre de le mettre en mute. Il se met en mute tout seul quand on fait ça. Super son. Et aujourd'hui, quand je vois nos clients, justement, des entreprises avec énormément de salariés en télétravail, je me dis qu'est-ce que c'est pertinent quand même d'être bien équipé quand tu bosses à la maison. Sinon, on entend tes enfants. Des fois, on n'entend rien. Ta femme et ton mari, où on n'entend rien. Exactement. Et justement, j'ai un collègue au bureau qui utilisait un casque Bose
pour faire un call, on entendait absolument tout ce qui se disait autour de lui dans la pièce. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est lui, il entendait personne d'autre, parce que c'est bien isolé. Mais il n'était pas bien entendu. Et il y a une pénurie sur ce genre de produit. Aujourd'hui, tu essayes d'acheter une webcam. Ben, bon courage, parce que ça s'est vendu comme des petits pains. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion d'essayer ça et je continue de m'en servir parce que ça marche aussi très bien pour la musique. C'est vrai que c'est un autre intérêt, j'ai un casque plus classique Jabra, très haute qualité pour faire des appels au bureau. Alors, dès que tu veux écouter du son, c'est l'horreur. Genre, vraiment, c'est fait pour la voix. Et ça, c'est pas dégueu pour ces filaires. Alors, ouais, l'avantage du filaire, c'est qu'il n'y a pas de la latence du Bluetooth. Il n'y a pas la latence. Pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est plutôt pratique. Et tu n'as jamais de problème de batterie. Ouais. Alors, et le casque que j'ai au bureau, un Jabra, lui, il est DECT. Donc, ah oui. Pour le coup, tu as vraiment très très peu de latence. Ouais, mais c'est un produit qui coûte vraiment cher. Je crois que ça coûte 200 ou 300 balles. Et c'est pas du tout le même public. On est vraiment là pour les gens, c'est call center. Et c'est extraordinaire dans ce niveau de qualité, mais pas pour le reste. Et lui, il a l'avantage d'être assez versatile, autant pour faire des calls, des appels normaux, que profiter du multimédia. Et autant dire que quand on passe ses journées à faire des calls, on a aussi envie de faire autre chose. Exactement. C'est le Logitech Zone Wired. C'est ça. Merci beaucoup, Gonzague, pour ce petit test. C'est vrai qu'en ce moment, avec le télétravail, il vaut mieux être bien équipé. Un bon ordi, une bonne connexion, un bon casque, un bon micro. Emmanuel, merci beaucoup. Merci François. Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, et à Gonzague d'Ambricourt, donc vous l'avez compris, blogueur, passionné de nouvelles technologies et entrepreneur aussi. Rappelons que voilà, Bouche Cousue vous attend si vous avez envie bien le nom, bravo. de refaire votre réseau dans votre entreprise. Vous verrez, vous serez choyé, comme on dit. Alors, cette première partie de quoi je me mêle est terminée. On revient dans un instant et on va reparler de 5G, encore une fois, avec bien le bouton qui a été appuyé par Orange depuis quelques heures. La 5G émet chez Orange dans certaines villes. On en parle avec mon invité Michael Trabia. A tout de suite, vous restez là. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.